On a tous cette image en tête, pas vrai? C'est presque une carte postale. Des super centenaires, tout sourire, dans des petits villages isolés. Ils mènent une vie simple, saine, et surtout, ils vivent incroyablement longtemps. C'est ça la grande promesse des zones bleues. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Allez, on va creuser un peu. Voilà, c'est exactement ça le storytelling. On nous vend un rêve. On imagine tout de suite les habitants d'Okinawa ou de Sardaigne en train de jardiner jusqu'à plus de 100 ans, de partager des repas simples avec toute la communauté. Bref, la vie parfaite. C'est une histoire magnifique qui a fait le tour du monde, popularisée par l'explorateur Dan Buettner. C'est précisément là que notre analyse va commencer. Parce que derrière cette image d'Épinal, il y a une réalité bien plus complexe. Une réalité où se mélange la science, un marketing très agressif et même une certaine idéologie. Pour bien commencer, il faut comprendre que le concept a très vite changé de nature. Ce qui était au départ une exploration, une étude financée par National Geographic, s'est transformé en une machine à cash. Et là, attention, c'est le point absolument crucial. Blue Zones, ce n'est pas juste un concept de santé publique qui appartient à tout le monde. Non. C'est une marque déposée avec le petit R à la fin. C'est un produit vendu par une entreprise à but lucratif. Gardons bien ça en tête parce que ça change toute la perspective. Et cette comparaison est géniale parce qu'elle résume parfaitement leur modèle économique. Ils ne vendent pas vraiment un mode de vie aux gens. Ce qu'ils vendent, c'est une certification, un label de qualité, un peu comme un label bio, mais pour des villes entières. Alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, la stratégie est très bien pensée. Les clients, ce ne sont pas les habitants, non. Les clients, ce sont les sponsors, les grosses compagnies d'assurance, les municipalités, les responsables de la santé publique. On leur vend un package de transformation de leur ville, avec à la clé une promesse très alléchante, un retour sur investissement. En gros, des gens en meilleure santé, c'est moins de coûts de santé et plus de productivité. La santé devient un calcul économique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, elle se corse encore un peu. En 2020, l'entreprise a été rachetée. Et l'identité de l'acheteur, ça, c'est un détail qui n'est pas souvent mis en avant, mais qui est pourtant essentiel pour tout comprendre. Regardons cette chronologie, c'est fascinant. Dès 2005, la toute première et unique zone bleue américaine était Loma Linda, une communauté majoritairement adventiste. Et puis, 15 ans plus tard, hop, la marque entière est rachetée par Adventist Health, le bras financier de l'église adventiste. Ce qui passait pour un simple fait anthropologique à l'époque ressemble aujourd'hui avec le recul à la première pierre d'une longue alliance stratégique. Et voilà le message des nouveaux propriétaires noir sur blanc. L'Église adventiste a une doctrine de santé très claire et le végétarisme en est le pilier central. Du coup, on peut se demander si l'énorme accent mis par la marque Blue Zones sur un régime à tendance végétale est seulement une observation scientifique ou si c'est aussi maintenant une ligne idéologique. Maintenant, on arrive au cœur du réacteur, le fondement même de tout le concept, les données. Le postulat de base, c'est que les gens dans ces zones vivent bien plus longtemps que la moyenne. Mais et si c'était faux? C'est la thèse explosive d'un chercheur, Sol Newman, et elle est dévastatrice. Pour lui, le secret de la longévité, ce n'est pas le régime ou la communauté. Non, ce serait un cocktail d'erreurs administratives, de registres d'état civil perdus ou mal tenus, et parfois même de fraude pure et simple pour continuer à toucher une pension. On assiste à une véritable bataille d'experts. D'un côté, Newman montre des corrélations statistiques assez troublantes. De l'autre, l'équipe des zones bleues jure que leurs méthodes de vérification sont infaillibles. Le problème, c'est que la thèse de Newman est renforcée par des enquêtes menées par les gouvernements eux-mêmes. Prenez le Japon, où se trouve Okinawa. En 2010, une enquête du gouvernement a sorti un chiffre qui fait froid dans le dos. 82% des centenaires officiellement enregistrés étaient en fait soit déjà morts, soit tout simplement introuvables. Et ce n'est pas un cas isolé. En Grèce, où se trouve Ikaria, même histoire. En 2012, le gouvernement a découvert que 72% des presque 9000 centenaires qui touchaient une pension étaient des fantômes. Face à de tels chiffres, l'idée que cette longévité exceptionnelle soit juste une erreur statistique, eh bien, elle devient tout à coup très crédible. Bon, mais admettons, faisons comme si la longévité était bien réelle. Est-ce que le récit qu'on nous vend, avec les fameux Power 9, les 9 secrets de la longévité, tient vraiment la route quand on y regarde de plus près? On nous martèle l'idée d'un régime quasi-végétarien. En réalité, c'est une simplification grossière. En Sardaigne, des études ont montré que l'apport calorique principal des fameux bergers venait des produits laitiers. Et à Okinawa, historiquement, on mangeait beaucoup de porc, bien plus que dans le reste du Japon. Le régime était clairement omnivore. Ah, l'ikigai, le fameux but dans la vie. C'est une version très romancée, très occidentale.
Au Japon, l'ikigai, c'est bien plus modeste. C'est l'idée des petites joies du quotidien. Et pour beaucoup de ces aînés, le mouvement naturel n'était pas un choix de bien-être, c'était juste la dure nécessité de travailler au champ pour ne pas mourir de faim. Les liens sociaux forts, bien sûr, c'est important pour la santé, personne ne le nie, mais le récit idyllique oublie souvent le revers de la médaille. Dans des communautés très fermées et isolées, une forte cohésion sociale, ça peut aussi vouloir dire une pression sociale énorme pour rentrer dans le rang et une exclusion violente de ceux qui sont différents. Ce n'est pas si rose. Et on en arrive à l'ironie finale, qui est presque tragique. S'il n'y a jamais eu un secret, c'était probablement l'isolement et la pauvreté qui forçaient un mode de vie de subsistance. Or, la mondialisation est en train de détruire tout ça à vitesse grand V. Et le pire, c'est que la marque Blue Zones elle-même, en transformant ces régions en parcs d'attractions du bien-être, participe à cette destruction. Elle vend un idéal qu'elle contribue, en fait, à faire disparaître. Finalement, le succès incroyable de cette marque en dit peut-être moins sur les secrets des centenaires que sur nos propres angoisses face à la vieillesse et à la mort. Et ça nous amène à la question de fond. Est-ce qu'on a vraiment besoin qu'une entreprise nous vende un label pour nous réapprendre à bien vivre? Ou est-ce que le vrai secret, c'est que la longévité, un peu comme le bonheur, ça ne s'achète tout simplement pas?